Est-ce que vous 1, m'entendez? 2, 1, 2. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Alors, moi, je suis le rédacteur en chef de la revue Gyroscopie. C'est une revue qui s'adresse aux directeurs d'EHPAD, aux cadres de santé et au personnel travaillant dans les EHPAD. Mais aussi, par extension, les logements foyers et de plus en plus aussi résidences-services qui emploient des personnes accompagnant les personnes âgées. Et donc voilà, c'est vraiment une revue qui s'adresse aux professionnels qui travaillent dans ces hébergements. Aujourd'hui, nous avons prévu de vous parler du contrat de séjour et nous avons fait appel à plusieurs intervenants. Monsieur Chemseddine Yahya, qui travaille comme juriste à FN Marpa, au réseau des Marpa, qui va vous parler des obligations, de ce que doit contenir le contrat de séjour en termes d'obligations, et puis parler peut-être des clauses qui sont abusives. Et aussi, vous avez à ma droite Florence Beffet, qui est une ancienne directrice d'EHPAD, qui a donc une très grande expérience dans ce domaine, qui est actuellement consultante et formatrice. Alors, il faut savoir que la grosse différence entre les résidences-services, par exemple, et puis les EHPAD, c'est que dans les résidences-services, on est sujet au code de la consommation et donc on a un contrat de location ordinaire comme un citoyen ordinaire qui a un logement. En ce qui concerne les EHPAD, c'est totalement différent puisque les EHPAD sont soumis au code de l'action sociale et des familles et donc il y a une réglementation extrêmement précise et sévère avec des contrôles, des amendes éventuellement s'il manque des choses. Donc Monsieur Chemseddine Yahya va vous présenter en fait la réglementation et ce que doit contenir le contrat de séjour. Alors bonjour à tous et toutes. Voilà, donc je vais vous faire une petite présentation rapide des aspects juridiques qui concernent les contrats de séjour dans les EHPAD. Le temps que ça se mette en place. Donc moi, juste pour me présenter rapidement, je suis juriste au sein de la MSA, notamment auprès de la Fédération nationale des MARPA. Les MARPA sont des maisons d'accueil rural pour personnes âgées. Voilà. Qui a donc des petites unités de vie qui accueillent moins de 25 résidents dans leur structure et qui représentent le plus gros réseau de petites unités de vie en France. Voilà. Et donc le contrat de séjour est une obligation qui s'impose aux EHPAD. C'est une obligation. Alors d'abord je vais vous le définir. Oui, j'étais déjà parti sur la partie réglementaire. Donc d'abord, le contrat de séjour, comme son nom l'indique, c'est un document contractuel qui est établi lors de l'entrée dans l'établissement et qui est remis au résident ou à son représentant légal au plus tard dans les 15 jours qui suivent cette entrée. Donc comme tout contrat, il doit être signé le mois suivant l'admission. Et il inclut un état des lieux de la chambre qui doit être fait lors de l'arrivée du résident. Donc le contrat de séjour, c'est un document relativement important. Il engage contractuellement le résident, l'occupant de la chambre, mais aussi l'établissement. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il soit quand même relativement bien lu et pour être bien signé. Alors les origines du contrat de séjour, elles sont diverses. En fait, elles se sont au fur et à mesure du temps précisées. D'abord, on a eu droit, ça date du 6 juillet 90, d'une loi qui était relative au prix des prestations fournies par certains établissements qui assuraient l'hébergement des personnes âgées. Il fallait savoir qu'avant cette loi, on était dans un relatif flou dans la fixation de ces tarifs et qui dit flou dit parfois abus. Et pour justement réglementer un peu tout ça, il a fallu qu'on mette en place cette loi. Ensuite, on a eu droit à la loi du 24 janvier 1997 qui a généralisé à l'ensemble des établissements pour personnes âgées dépendantes ce contrat de séjour. Donc ça nous a permis d'avoir une visibilité par rapport à cette pratique contractuelle.
Et alors, je dirais la loi qui a parachevé un petit peu la contractualisation de la relation entre un résident et un établissement social et médico-social, c'est la loi du 2 janvier 2002, la célèbre loi 2002, qui justement a étendu ces dispositions contractuelles à l'ensemble des établissements. Alors, cette loi a entraîné a été intégrée dans le Code de l'action et de l'action sociale et des familles à l'article L342.1. Donc elle impose la signature d'un contrat, quelle que soit la durée du séjour, et elle établit un principe de fixation des prix de prestation et de son évolution, puis définit un régime de sanctions. Et bien sûr, si ces dispositions figurent dans ce code, c'est avant tout pour protéger les droits des personnes âgées. Et ça a été vraiment l'esprit de la loi du 2 janvier 2002. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on a tenu à fixer les dispositions du contrat de séjour. Alors, un contrat de séjour, c'est un contrat qui a un statut juridique particulier. Parce qu'il a fallu quand même que ce soit la Cour de cassation qui définisse un petit peu ce statut particulier en précisant qu'un contrat de séjour, ce n'était pas un contrat de location qui était soumis aux dispositions du Code civil. C'est-à-dire qu'il était dérogatoire aux dispositions du Code civil et qu'il n'est ainsi régi que par la convention des parties. Donc, le contrat de séjour est distinct du bail commun, tant dans sa conclusion que dans sa rupture. La Cour d'appel de Nantes a confirmé ce statut particulier en jugeant que le séjour en EHPAD donne aux résidents la jouissance d'une chambre, mais que c'est l'établissement qui en conserve la disposition dans les conditions prévues au règlement de fonctionnement. Cette distinction-là permettait bien de distinguer le fait que, par exemple, dans le cadre d'un bail, on puisse disposer, dans certaines limites, de son logement à peu près comme on veut, et que là, dans le cadre d'une chambre dans un EHPAD, il y avait quand même, on va dire, l'établissement avait quand même la main mise sur certains contrôles de cette chambre. Donc elle a notamment estimé que la chambre du résident, bien qu'étant un lieu privatif ou d'intimité, n'était donc pas un domicile. Donc là, on était bien dans la distinction entre le domicile dans sa définition et on va dire un lieu privatif d'intimité. Donc c'était une définition un petit peu vraiment spécifique au contrat de séjour. Voilà, donc ça date, ça a été reconfirmé par la Cour d'appel de Nantes dans une décision du 27 octobre 2011. Voilà, donc un contrat qui a un statut juridique particulier et des caractéristiques de contrat de séjour qui sont différentes selon qu'on est habilité à l'aide sociale ou non. Donc, quand on est habilité à l'aide sociale, d'abord, il est précisé que la conclusion d'un contrat lors d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle de 2 mois devait être établie pour une durée fixe. Et donc, voilà, c'était la condition pour signer un contrat de séjour. Elle doit prévoir, donc le contrat de séjour doit prévoir les conditions et les modalités de sa résiliation. C'est-à-dire que quand on prévoit de conclure le contrat, on doit aussi prévoir comment rompre ce contrat. Et on doit le prévoir et on doit aussi prendre le temps de l'expliquer à la personne qui va accéder à cet établissement, à cette chambre. On doit définir avec l'usager ou son représentant légal les objectifs de prise en charge. C'est-à-dire qu'un contrat de séjour, ce n'est pas seulement l'occupation d'une chambre, ce sont aussi des prestations qui doivent être définies tant dans leur étendue que dans leur coût. On doit aussi mentionner les prestations d'action sociale qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat, donc les objectifs et les prestations qui peuvent être réactualisées chaque année. On les réactualise chaque année non seulement parce que le résident peut avoir une évolution dans sa dépendance, mais aussi on peut avoir d'autres éléments d'évolution qui sont par exemple les tarifs. Voilà. Alors, dans ce contrat de séjour, on doit aussi définir les conditions de séjour et d'accueil. Donc on doit expliquer un petit peu comment ça va se passer, comment on va accueillir le résident, comment voilà, s'il a des repas à prendre, voilà.
Il y a aussi les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de la facturation, y compris en cas d'absence. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut savoir que quand on a un résident qui est amené à être hospitalisé, il peut être amené à revenir. C'est souvent là où il y a des moments de tension, c'est de savoir est-ce que ça va être facturé, comment ça va se passer. Et ces dispositions-là doivent être précisées dans le contrat de séjour. Voilà, donc on doit aussi mentionner l'obligation pour les professionnels d'intervenir dans l'établissement. Donc ça doit être précisé. Ça a été spécifié dans l'article R313-30-1 du Code d'action sociale et des familles. Et à ce contrat doit être ajouté l'annexe qui précise les tarifs généraux et les conditions de facturation. Alors, pourquoi on précise une annexe et pourquoi on n'inscrit pas les tarifs dans le contrat de séjour? Tout simplement parce que chaque année, les tarifs peuvent être amenés à évoluer. Alors bien sûr, ces évolutions de tarifs sont limitées par une réglementation. Mais si on avait mis ces tarifs-là dans le contrat de séjour, ça sous-entendrait qu'on fasse un avenant à peu près à chaque fois qu'il y a une évolution de tarifs. Voilà, et donc à la fin, donc, le contrat est établi en tenant compte des mesures et des décisions administratives. Voilà, là, on est dans le cas d'un EHPAD habilité à l'aide sociale. Alors, dans le cas d'un contrat de séjour d'un EHPAD non habilité à l'aide sociale, ni conventionné APL, donc il faut savoir que la conclusion d'un écrit est obligatoire. Elle est établie pour une durée indéterminée. Elle doit préciser les conditions de résiliation. Elle doit déterminer les conditions de facturation, notamment en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur. On doit préciser qu'un avenant sera réalisé dès que le résident demande une prestation supplémentaire ou le retrait d'une prestation. Les prix sont librement fixés quand la prestation est créée après la conclusion du contrat. Et bien sûr, il doit toujours y avoir une annexe avec le document contractuel qui doit décrire l'ensemble des prestations. Donc voilà, j'ai fait cette distinction entre les établissements conventionnés et non conventionnés parce que pour les conventionnés, les règles sont un peu plus, on va dire, un peu plus précises. Alors, bien sûr, comme dans tout bon droit qui se respecte, si on ne respecte pas les règles liées au contrat de séjour, eh bien, on peut être sanctionné. Et on essaye de sanctionner. Alors, la sanction qui est efficace est souvent la sanction financière. Donc il faut savoir que si on ne respecte pas ces règles-là, une amende de 5e classe peut être affligée. Donc si par exemple on héberge une personne âgée sans contrat écrit, c'est un peu gênant, je dois vous l'avouer. Si le contrat de séjour est conclu selon les dispositions de l'article L342.1, n'est pas conclu selon les dispositions de l'article L342.1 du Code d'action sociale et des familles, et si les tarifs pratiqués sont supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par arrêté. Donc c'est pour ça que je vous disais, attention, en annexe, on précise les tarifs, mais les augmentations de tarifs sont réglementées aussi. Et si l'EHPAD était amené à augmenter au-delà de ce qui était prévu chaque année par la réglementation, on peut être sanctionné. J'ai pu avoir des établissements qui ont pratiqué des tarifs qui ont augmenté d'une année sur l'autre, on va dire au-delà de la réglementation. On s'en sont vite fait retoquer. Pas forcément une amende directement, mais on leur dit, là, il faut baisser le prix. C'est toujours gênant quand on augmente le prix puis qu'on le baisse en cours d'année pour les clients. Voilà. Alors, sinon, mis à part les amendes, le contrat de séjour, avant tout, il a pour objectif c'est un document qui est destiné à protéger les résidents en EHPAD. Et c'est vraiment ça l'état d'esprit, c'est que le contrat de séjour doit garantir le principe de libre choix des résidents. On avait souvent rappelé lors de l'apparition de la loi du 2 janvier 2002 que ça devait garantir ce libre choix et qu'on devait en traduire l'expression d'un consentement éclairé. Qui dit contrat dit forcément expression des consentements des deux parties. On n'impose pas d'un côté, de l'autre côté on subit. Donc le contrat de séjour fait partie d'un ensemble de documents obligatoires destinés à protéger le résident. Donc on a prévu dans la loi 2002 dont figurait le livret d'accueil qui garantit l'exercice effectif des droits individuels, la charte des droits et libertés des personnes accueillies et le règlement de fonctionnement. Donc ça fait partie des 3 documents en plus du contrat de séjour qui doivent figurer dans le package quand vous accueillez un résident que vous devez préciser auprès de vos résidents en EHPAD. Alors,
Quand on conclut un contrat, donc on doit bien être précis au moment où on le signe, on doit bien préciser comment ça va se passer au moment de voilà. Et puis bien sûr, qui dit contrat conclu dit aussi rupture du contrat de séjour. Donc la particularité d'un contrat de séjour en EHPAD, c'est qu'un résident peut rompre son contrat de séjour à tout moment. Il n'y a aucune disposition légale ou réglementaire qui définit précisément les motifs pouvant justifier la rupture du contrat du séjour à l'initiative de l'EHPAD. Par contre, alors, le résident peut le rompre à tout moment. L'EHPAD n'est pas forcément obligé d'amener des motifs. Par contre, il doit quand même respecter certaines précautions. On ne peut pas rompre un contrat de séjour comme ça quand on est à la direction d'un EHPAD. Donc il faut savoir que la commission des clauses abusives de l'ancienne DGCCRF qui est intégrée maintenant à la Directe a émis des recommandations par rapport à la rupture des contrats de séjour par les EHPAD. Notamment, elle a précisé qu'un EHPAD ne pouvait rompre un contrat de séjour que pour des motifs sérieux et légitimes, et selon une procédure respectueuse des droits des résidents. En résumé, on ne peut pas demander du jour au lendemain à un résident de partir sans avoir une bonne motivation. En plus, d'un point de vue image, c'est pas forcément c'est pas forcément le bon choix. Donc il faut prendre le temps d'abord avoir les motifs pour rompre ce contrat de séjour et puis ensuite respecter une procédure de départ. Donc les motifs sérieux, qu'est-ce qu'on entend par motif sérieux et légitime de rupture possible? Alors bien sûr, le non-paiement des frais de séjour. C'est un engagement qui est prévu dans le contrat de séjour. L'inadaptation de l'état de santé du résident aux possibilités d'accueil de la structure. Si par exemple votre EHPAD est limité dans les moyens d'accueil, tant pas en point de vue personnel qu'en d'un point de vue équipement, ça peut être un motif sérieux et légitime pour justifier de la rupture de ce contrat de séjour. On a le cas, alors je vais prendre un cas, c'est par exemple pour les petites unités de vie non médicalisées qui ont l'obligation d'avoir un contrat de séjour mais qui n'ont pas de personnel médical ni d'équipement médical. Elles ont un motif sérieux et légitime de rompre le contrat de séjour à partir du moment où l'état de santé de la personne âgée venait à se dégrader. Alors, la compatibilité du comportement du résident avec la vie au sein de l'établissement. Ça fait partie des cas de résidents qui ont du mal avec la collectivité et avec les règles de l'établissement. C'est toujours assez délicat de trouver des motifs sérieux et légitimes. Il faut vraiment que ça aille assez loin. Mais c'est pas viable ni pour le personnel ni pour les résidents autour. C'est vrai que ça peut permettre justement cette rupture de contrat de séjour. Et le non-respect du règlement de fonctionnement. En général, dans le contrat de séjour, on précise bien que le résident est tenu de respecter le règlement de fonctionnement. Voilà pour la rupture. Alors, une question qui m'est souvent posée, notamment dans des petites structures, c'est quels sont mes recours en cas d'impayé. Il faut savoir que les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leurs recours s'il y a lieu contre les résidents, et contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil. Donc ce sont des recours qui relèvent normalement de la compétence du juge aux affaires familiales. Ces dispositions permettent aux EHPAD, dès lors que la situation financière du résident ne permet pas de régler en intégralité les sommes dues à l'EHPAD, d'exercer devant le juge des affaires familiales un recours contre les débiteurs de l'obligation alimentaire sans l'assistance d'un avocat. Alors souvent aussi ce que font la plupart des EHPAD et des établissements qui accueillent des personnes âgées, c'est bien sûr la mise en place d'une caution qui offre une garantie avant toute action en justice. Donc dans les contrats de séjour, souvent on a une clause de caution solidaire qui permet justement aux personnes qui se portent caution de régler l'impayé par le résident. Voilà sur le recours en cas d'impayé. Alors, autre cas aussi qui est un peu délicat à traiter, c'est le cas où on doit envisager l'expulsion d'un résident d'EHPAD. Donc c'est une question récurrente. On a une réponse du ministère des Affaires sociales qui a précisé que sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès verbal de conciliation ou après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. Donc l'objectif c'est d'éviter les expulsions expéditives et les clauses abusives et l'objectif c'est bien sûr de protéger la personne âgée vulnérable.
Ça a été un, comment dire, cette affaire-là, enfin, il y a eu, je crois, c'est l'année dernière, un cas d'expulsion pas très loin, dans un EHPAD à Chaville, où il y a eu un souci par rapport à ça. Une expulsion qui a été un peu expéditive pour non-paiement. Et c'est lors de cette affaire-là qu'on a rappelé un petit peu les règles d'expulsion qu'on devait appliquer en EHPAD. Parce que ça a souvent été... c'est parfois un peu oublié parce que on repousse tellement l'échéance de paiement qu'à bout d'un moment on décide d'expulser la personne. Enfin, c'est assez rare, hein, c'est un cas c'est exceptionnel, mais que l'expulsion dans ces conditions-là, là ça a été ça a un petit peu provoqué, on va dire, des remous dans le monde auprès des personnes âgées et dans les EHPAD. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la réglementation, sur le contrat de séjour? Est-ce que oui, dites-moi. Alors, on a un micro. C'était juste pour vous éviter que vous fassiez mal à la voix. Il y a la nouvelle réglementation de la loi Allure qui s'applique dans le domaine de l'habitation, qui oblige ou qui prévoit la possibilité d'assurer le propriétaire des locaux en cas de non-paiement. Donc là, est-ce que cette assurance de loyer impayé serait applicable à l'EHPAD? Alors, a priori, faut savoir que l'EHPAD est un établissement social et médico-social qui répond aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles. Et comme je vous l'ai précisé au départ, notamment c'était reprécisé par la jurisprudence de la Cour d'appel de Nantes, que on ne pouvait pas considérer un EHPAD, enfin une chambre d'EHPAD comme un domicile. Au même cas, on va dire que c'est un petit peu dérogatoire de ces dispositions. Donc a priori, il y a j'ai pas vu de lien entre cette loi-là et le non-paiement des loyers dans le cadre du contrat de séjour. Donc je serais amené à vous dire que non, a priori, elle ne s'appliquerait pas. C'est pour ça qu'on recommandait l'application du contrat des cautions auprès des cautions des représentants légaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la règle? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la caution, s'il vous plaît? Les grandes lignes ou... Alors sur la caution, en fait c'est une clause qu'on prévoit, qu'on a inclus dans le contrat de séjour. Il faut savoir qu'au départ dans les contrats de séjour on n'y pensait pas forcément, mais donc la caution solidaire c'est une garantie, une clause de garantie qui engage le représentant légal ou la personne qui signe, qui l'engage à payer en cas de non-paiement de la personne qui s'est engagée. Donc normalement, quand on s'engage en tant que caution solidaire, on a une mention manuscrite qu'on doit marquer. Enfin, je sais pas, vous avez tous, pour ceux qui ont été amenés à être caution, on doit bien prévoir qu'on s'engage à régler des non-paiements et mise en demeure de payer. On devra régler à la place de la personne qui n'a pas procédé à ce règlement. Donc c'est en général les clauses de caution solidaire qui sont prévues dans les contrats de séjour, c'est des clauses type, c'est pas révolutionnaire, on doit rédiger la mention et puis le signer, pour dire qu'on s'engage. Normalement c'est le montant à hauteur de l'impayé. C'est-à-dire que c'est tout ce qui n'est... Pardon ? Tenez. Dites-moi. Non, j'ai travaillé sur la question de la caution. Oui. Les cautions justement qui ne sont pas spécifiées en termes de montant sont illégales. Ah oui, je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas spécifiés. Mais la hauteur de l'impayé, vous avez un impayé de 30 000 €. Si la caution
a été prévu pour un montant non défini, ben la caution n'est pas applicable. Et les cautions aujourd'hui, enfin ça j'en suis sûr, hein, Ah oui, doivent non, être mais définies pour un montant. Donc si le contrat a été prévu avec une caution à hauteur de 10 000 euros, eh ben, même si on a payé 30 000, on va récupérer que 10 000. Hein. je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. En fait, la question c'était et le montant. Donc je disais, a priori, c'est le montant de l'impayé, mais c'est vrai qu'effectivement, dans le. Voilà, je ne suis pas allé jusqu'au bout de ma phrase, mais effectivement, je disais le montant de l'impayé parce que moi je suis sur le premier raté. Enfin, à partir du moment où il n'y a pas de. Comment dire, où le loyer n'est pas payé, on va rappeler que le loyer n'est pas payé. Puis après, effectivement, il faut faire attention à la limitation de la caution. Donc, c'était juste que j'avais pas précisément, j'avais pas été au bout de mon. Et ma question, c'était plus les motifs de litige en lien avec la caution. Quels sont les litiges classiques auxquels on peut s'attendre dans le cadre de la signature de ce contrat? Alors, l'application de la caution, on l'établit en cas d'impayé. Après, les raisons qui amènent à ces impayés, je ne sais pas, c'est le fait que la personne ne soit pas solvable. C'est à partir du moment où on ne paye pas qu'on applique la garantie. Oui, donc si vous voulez, quand on entre dans une résidence-service, on est autonome, c'est un acte volontaire. Quand on entre dans un EHPAD, c'est souvent en cas d'urgence. Ça se fait, 80% des entrées sont en urgence, donc les personnes sont en position de faiblesse. Aussi bien le résident que la famille, et très rarement on lit en entier le contrat de séjour. Par contre, quand on doit changer de résidence ou quand la personne veut sortir parce que ça ne lui plaît pas, à ce moment-là, c'est là qu'on lit le contrat de séjour et qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses anormales ou qu'il y a des choses qu'on n'avait pas bien vues, qu'on entend préciser. Tout n'est pas marqué dans un contrat de séjour, on a besoin d'informations. Et c'est très important justement que quand on fait une admission dans un EHPAD, il y ait une communication avec le directeur, qu'il puisse y avoir discussion sur les objectifs, bien sûr, de l'entrée en EHPAD, mais aussi sur le contenu, le règlement et tout un tas de, si vous voulez, d'objectifs que poursuivent les familles et la personne en entrant dans un établissement, c'est surtout pour les personnes dépendantes. Et c'est pour ça que nous avons demandé à Florence Beffet de nous parler de la communication, car c'est un sujet extrêmement important et qui est souvent difficile justement parce que les personnes ne sont pas dans des positions de force. Elles n'ont pas lu le contrat de séjour en entier, donc il faut leur expliquer un certain nombre de choses. Bonjour. Voilà, donc moi, mon propos va sortir de la partie réglementaire. C'est à la suite d'une réflexion que j'ai eue moi-même en tant que directrice d'EHPAD. Je suis également évaluateur externe, donc j'ai rencontré plusieurs établissements et vu la manière dont le contrat de séjour peut être proposé aux résidents. Voilà, et je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait faire mieux et comment utiliser ce temps de signature du contrat de séjour pour en faire un moment privilégié de rencontre entre le directeur et le résident. Donc, il me semble que dans ce temps de rencontre, il doit y avoir de toute façon le résident, qu'il soit ou non accompagné, enfin qu'il ait ou non besoin d'un représentant légal. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le résident qui va signer, c'est peut-être son représentant légal, mais même si c'est le représentant légal qui est présent, il faut aussi que le résident soit là parce que ça le concerne en direct, quelles que soient ses capacités de compréhension et ses capacités cognitives. Je pense que c'est important que le résident soit présent. Et puis, il peut y avoir également les proches du résident, mais c'est à la volonté du résident. Si le résident n'a pas envie que ses proches soient là, la direction ou le personnel de l'EHPAD n'a pas à imposer la présence des proches. La personne principale au centre de ce contrat, c'est bien le résident. La deuxième personne principale au centre de ce contrat, c'est le directeur, puisque c'est lui également qui va signer ce contrat. Donc c'est important que le directeur soit présent et non pas qu'il délègue cette signature à quelqu'un d'autre
Bien sûr, dans les faits, il pourrait le faire, il pourrait signer ce contrat avant, il pourrait donner un contrat tout signé au résident, le résident n'ayant plus qu'à signer le contrat. L'idéal est quand même que le directeur se rende disponible et qu'il ne soit pas seul, qu'il puisse être accompagné d'un membre de son équipe. Parce que, comme on va le voir après, ce moment est un moment de passage de messages, et les messages vont être passés auprès du résident et de ses proches, mais également auprès de l'équipe de l'EHPAD. Alors, qui est le membre, qui est la personne qui accompagne le directeur? Dans certains EHPAD, il est mis en place un référent qui va accompagner le résident, au moins dans le début, dans les premiers mois de sa présence. Donc ça peut être ce référent. Ça peut être l'infirmier coordinateur ou infirmière coordinatrice ou cadre de santé s'il y en a dans cet EHPAD. Et puis ça peut être tout autre membre de l'équipe soignante. En tout cas, c'est bien que le directeur se fasse accompagner pour pouvoir délivrer ses messages. Alors, ce temps privilégié, à mon sens, il a trois objectifs principaux. Le premier, c'est de faire connaissance. Si on se resitue dans le contexte, le résident est arrivé depuis moins d'un mois, puisque la signature du contrat doit intervenir dans le mois qui suit l'arrivée du résident dans l'EHPAD. Donc ce résident, il est là depuis quelques jours, quelques semaines, on va dire maximum 4 semaines. On sait bien que c'est une période qui est extrêmement difficile. Rentrer dans un EHPAD, comme ça vient d'être rappelé, même si c'est censé être fait avec le consentement du résident et son consentement éclairé, on sait bien que souvent son consentement, il est lié à une situation d'urgence, à une situation difficile, à une impossibilité de rester chez soi. Donc on est dans cette période d'adaptation. Et c'est le moment effectivement où le directeur et le résident vont pouvoir faire un peu plus connaissance. Alors, ou davantage, enfin, soit faire complètement connaissance, ils se sont peut-être jamais rencontrés, ça peut arriver. Selon les organisations des EHPAD, dans certains EHPAD, le directeur rencontre tous les résidents systématiquement avant leur entrée. C'est pas forcément le cas. Ça dépend des structures et des organisations des structures et des tailles des structures. Donc c'est soit un moment pour faire connaissance, soit un moment pour faire plus ample connaissance. Parce que c'est pas parce que le directeur aura rencontré le résident et ses proches avant l'admission ou juste à l'admission qu'ils auront eu vraiment le temps de faire connaissance. Donc voilà, c'est un moment où le résident va pouvoir se dire et un moment où le directeur va pouvoir se dire et parler de sa structure. Le deuxième objectif, eh bien, il est en lien, on fait connaissance et on accompagne ce moment qui est difficile d'entrer dans l'institution. Donc c'est un moment d'écoute de ce que le résident peut avoir à dire sur comment se sont passées ses premières journées ou ses premières semaines dans l'EHPAD. C'est un moment de réponse à ses questions, parce qu'il peut avoir posé un certain nombre de questions à l'équipe soignante, mais les poser à la direction, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il peut avoir des questions plus spécifiques à poser ou des questions à reposer, qui auront déjà été posées, dont le directeur aura déjà eu connaissance, mais que le résident aura le besoin de reposer. Donc c'est un moment d'écoute de toutes ces questions-là. Et puis je pense que c'est aussi un temps particulièrement intéressant pour le directeur d'observer comment se positionne ce résident, comment il est avec sa famille. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de bonnes relations avec sa famille? Est-ce qu'il a des relations qui semblent tendues? Est-ce que la famille est là? Est-ce qu'elle n'est pas là? La relation avec le représentant légal aussi. On peut avoir des représentants légaux qui ont une relation très claire, qui expliquent beaucoup aux résidents, et puis des représentants légaux qui vont nettement moins expliquer. C'est vraiment un temps important, et c'est notamment pour ça que c'est bien aussi qu'il y ait un membre de l'équipe soignante, parce qu'il y a des enseignements, je pense, pour le directeur et pour son équipe à tirer de ce moment de rencontre qui est un moment un petit peu spécifique. Et puis c'est aussi le moment où le directeur va pouvoir diffuser un certain nombre de messages. D'abord, il met le résident au centre de cette rencontre. Donc il rappelle à tout le monde, représentant légal, proche, professionnel, que le résident est bien au centre de la prise en charge, au centre de ses décisions. Il rappelle que c'est lui qui va signer ce contrat de séjour, et donc c'est bien lui qui est directement concerné. Je pense que c'est vraiment un message très très important à faire passer, celui-ci. Il donne une place aux résidents, il donne aussi une place aux proches. C'est aussi un moment où il va pouvoir échanger avec les proches, entendre aussi les questions des proches, ce que les proches ont pu observer déjà dans les premières semaines, ce qu'ils ont à dire,
ce qui les étonne, ce qui leur convient, enfin voilà. Et puis c'est un moment où il va pouvoir leur redire leur place auprès de l'équipe soignante et auprès du résident. Donc il donne une place aux résidents, il donne une place aux proches, et puis c'est un moment où, en se rendant disponible, il diffuse ce message indirect de sa disponibilité. C'est-à-dire qu'il va dire aux résidents et à ses proches, ben voilà, moi directeur, je me suis rendu disponible pour ce temps-là et on prend vraiment du temps ensemble. Donc ça veut dire que dans les moments importants de votre vie au sein de l'EHPAD ou en cas de difficulté, vous voyez, je peux me rendre disponible, je suis un directeur disponible. Et puis il le dit aussi à son équipe, c'est-à-dire qu'il manifeste auprès de l'équipe qu'à certains moments, eh ben c'est lui qui va être là. Dans les moments importants, c'est lui qui va être là et il ne va pas tout déléguer à son équipe. Voilà, donc c'est tous ces messages-là qui sont passés. Et puis, au-delà de ce temps de communication, on est d'accord, on est bien dans un temps d'engagement réciproque, avec ce qu'a rappelé l'intervenant précédent. C'est un engagement réel qui manifeste un double accord. Celui de la structure à recevoir le résident, c'est-à-dire que c'est aussi le moment où le directeur va dire ben, oui, vous monsieur, ou oui, vous madame, eh ben, on est d'accord, la structure vous reçoit, je suis d'accord pour ça, voilà les prestations qu'on va vous offrir, qu'on va pouvoir vous proposer. Le contrat de séjour, il indique le cadre et il indique les objectifs. Donc voilà, c'est un moment où la structure s'engage à recevoir ce résident et c'est un moment où le résident, par sa signature, s'engage à rentrer dans cette structure. Hein. Encore une fois, on sait bien les difficultés et les craintes que peuvent avoir un certain nombre de résidents. C'est un peu le moment où il dit, bon ben voilà, en dépit du fait que j'ai pas forcément envie d'entrer en EHPAD, en dépit du fait que c'est compliqué pour moi, eh ben d'accord, je signe et je rentre dans la structure. Je crois que c'est vraiment important de mettre du lien dans tout ça et de bien montrer tous les points qu'il peut y avoir dans cette rencontre. Donc voilà, on est bien dans le cadre d'un document réglementaire, élaboré en commun et signé par les deux parties. Quelque part, il s'agit, à mon sens, enfin on peut peut-être un peu l'assimiler à un rite de passage. Si on fait ça un peu comme ça, c'est un peu un rite de passage. Hein. Voilà. Alors, pour que tout ça se passe dans les meilleures conditions, ben, il y a un certain nombre de conditions requises, à mon sens en tout cas. Ça veut dire qu'il faut organiser un rendez-vous formel. Hein, on ne fait pas ça sur un coin de table ou dans un coin de bureau ou dans un coin de couloir. On prend vraiment le temps d'un rendez-vous. Ça veut dire que, comme tout rendez-vous, il y a un jour qui est fixé, il y a une heure qui est fixée et les parties sont d'accord pour ce jour et cette heure. On tient compte de la disponibilité du résident, de son représentant légal, de ses proches et de la disponibilité du directeur. Ça veut dire que, compte tenu des emplois du temps du directeur, souvent, il est bien nécessaire d'anticiper ce moment-là, mais enfin, on a un mois pour le prévoir, donc on doit pouvoir l'anticiper. Voilà. C'est important de fixer le lieu, que ce lieu soit un lieu convivial. C'est important de ne pas imposer au résident le rendez-vous, mais bien de le choisir avec lui. Hein, ça revient à ce que je disais précédemment. Et puis, dans la mesure du possible, le résident pourra recevoir une confirmation écrite de ce rendez-vous. C'est un vrai rendez-vous, donc on peut vraiment le formaliser. Et puis, on n'hésitera pas à lui rappeler la veille ou le matin, si c'est pour l'après-midi, pour qu'il ne se trouve pas coincé. Il pourrait avoir oublié ce rendez-vous. Voilà, donc c'est un rendez-vous sérieux, c'est un rendez-vous précis. Ça n'empêche pas d'être un rendez-vous convivial, puisqu'on est dans un temps de discussion, de découverte, de rencontre. Si possible, faisons-en un temps de rencontre convivial dans un endroit qui sera agréable, qui favorisera l'échange, avec un mobilier adapté. Le résident, il faut qu'il signe, donc tant qu'à faire, autant qu'il puisse s'appuyer correctement sur une table à sa hauteur pour pouvoir signer. Voilà, avec un café, un thé, des petits gâteaux. Enfin bon, on est là, on sympathise. Voilà, toute idée qui favorisera la convivialité. Voilà ce que je souhaitais vous transmettre sur mes réflexions. Est-ce que vous avez des questions ? Merci, bonjour. Justement, sur le dernier point que vous avez évoqué, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un retour d'expérience sur qu'est-ce que vous avez prévu comme aménagement dans les locaux que vous avez vous, enfin, ce lieu convivial, ce lieu sympathique, comment il s'est organisé ?
Alors, chez nous, on a fait quelque chose de tout simple, hein. On avait un salon des familles, enfin on avait plusieurs espaces des familles, mais on avait en tout cas un petit salon des familles, donc qui était à destination des familles et des résidents. Voilà, simplement on faisait effectivement cette information, enfin cette invitation aux résidents en accord avec lui, avec un petit carton qu'on remettait quelques jours avant. Et puis voilà, on faisait en sorte qu'il y ait toujours des fleurs à cet endroit-là au jour de la rencontre, des fauteuils pour que la famille puisse s'installer, une chaise adaptée au résident ou s'il était en fauteuil roulant, que le fauteuil roulant trouve sa place facilement. Voilà, en général, c'était souvent sur l'heure du café, après le repas de midi, avant l'heure de la sieste, ou alors à l'heure du goûter, après la sieste. Donc café ou thé, boisson, enfin voilà, rien d'extraordinaire en tout cas, hein, simplement quelque chose qui fasse que la personne se sente accueillie et qu'elle ait envie de rester là où elle est un petit moment. Voilà. Bonjour. Vous l'avez rappelé, pour le consentement, c'est quelque chose qui est très compliqué. J'ai trouvé votre présentation très intéressante sur la communication. Je trouve que c'est vraiment un moment qui est très sensible parce que effectivement la personne elle est quand même fragilisée et on va lui demander de signer un document qui va l'engager. Il peut arriver, enfin je pense que dans certains cas ça doit arriver, c'est qu'on a les familles qui sont là, qui sont très présentes et qui font un peu pression. Et donc je voulais savoir aussi au niveau légal, par rapport à la signature du contrat, et aussi par rapport donc, au consentement du résident, si par exemple c'est la personne de confiance qui, voyant son proche, pas savoir vraiment comment réagir ou pas bien comprendre le contrat, signe à sa place, quelle valeur prend le contrat de séjour ? Alors, déjà, ce que vous dites, ça me fait penser à quelque chose que j'ai oublié de mentionner et qui me paraît très important. C'est que on a dit tout à l'heure que des fois le contrat de séjour n'était pas lu. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais le temps de relire ce contrat de séjour, hein. Même si on ne relisait pas tout dans le détail, parce que ça peut être très fastidieux et fatigant pour la personne qui est présente, c'est important quand même de dire les chapitres et de répondre aux questions, voir si la personne a des questions et des problèmes de compréhension. Et souvent, effectivement, il y a des choses qu'elle n'a pas lues ou qu'elle n'a pas compris. Après, sur la partie légale de la signature, je vous laisse peut-être répondre, si vous avez une réponse. Alors, je dirais, la règle, le principe, c'est que toute signature de contrat doit se faire selon un consentement libre et éclairé des deux parties. À partir du moment où il venait à y avoir ce cas de figure, si là vous me dites si la personne de confiance venait à signer à la place, tout dépend le statut qu'a cette personne-là, si elle est considérée comme le représentant légal ou non. Mais il y a aussi la question du référent familial. Normalement, la seule personne, réglementairement, la seule personne qui a le droit de signer, c'est le résident ou son représentant légal. Les membres de sa famille, qui soient personnes de confiance ou qui soient référents familial, à partir du moment où la personne n'est pas sous tutelle, on considère donc qu'elle est en capacité de signer et donc c'est elle qui doit signer. Après, moi je vais vous faire part de mon expérience parce que la question que vous posez, c'est une question qui effectivement se pose un certain nombre de fois. Il m'est arrivé d'accepter la signature du référent familial et une contre-signature du résident. C'est-à-dire que des fois, le fait que le référent familial signe peut rassurer aussi le résident, parce que on sait bien comment ils sont, nos résidents. Enfin, même si on essaye de leur expliquer des choses, il y a des fois, tout comprendre ce qu'il y a dans ces clauses administratives, c'est quand même très compliqué. Et c'est justement ce moment où le directeur va pouvoir voir quel est le lien entre le référent familial et le résident. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir de la connivence? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce que c'est tendre? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses sympas qui se passent entre eux? Auquel cas, moi je trouve qu'accompagner la signature du résident par la signature du référent familial, c'est bien. Mais il faut quand même qu'il y ait d'une manière ou d'une autre quelque chose qui soit manifesté par le résident si on veut être vraiment dans la légalité. Et puis vraiment ce que j'avais rappelé, c'est vraiment l'esprit du contrat de séjour, c'est de garantir les droits et protéger le résident et garantir ses droits. C'est-à-dire donc dans ces conditions-là, si déjà dès la signature du contrat il y a un souci,
je pense que pour la suite, ça peut remettre en question l'existence même du contrat de séjour. C'est la raison pour laquelle, effectivement, qu'on accompagne cette signature, qu'on arrive à expliquer aux résidents comment ça va se passer pour leur assurer par le biais du référent, c'est important. Mais c'est vrai que le contrat de séjour reste un contrat. Et dans ces conditions-là, il faut un consentement des parties qui doit être ponctué par la signature de la personne qui doit s'engager. Donc voilà, le résident ou son représentant légal. Alors après, pour compléter, il arrive aussi dans les structures qu'on ait des personnes qui soient en perte de capacité cognitive, qui sont en cours d'être mises sous tutelle, mais le dossier n'est pas arrivé au bout. Donc normalement, c'est encore la personne qui doit signer. Moi, des fois, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas nous accuser d'avoir fait signer quelqu'un qui n'est pas en capacité de comprendre ce qu'elle signe? D'où effectivement la signature, dans ce cas-là, du référent familial qui peut venir appuyer la signature du résident. Voilà. On est des fois dans des zones un peu floues et pas aussi carrées que... Mais la contre-signature, réglementairement, elle a une valeur non. Non. Clairement, non, elle n'a pas de valeur. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'être venu à notre conférence. Et en tout cas, nous avons publié dans le numéro qui est distribué gratuitement sur le salon un certain nombre d'articles sur le contrat de séjour avec des interviews et un article de fond sur le sujet. Donc vous pouvez vous y référer. Tous les articles que nous publions depuis 4 ans sont sur Internet. Donc l'abonné, il a accès à l'ensemble des articles publiés depuis 4 ans. Et donc c'est une base, il y a beaucoup de fiches pratiques, de plus en plus pratiques grâce à l'intervention et à la collaboration avec des formateurs. Et donc ils sont vraiment au contact des directeurs d'EHPAD et des personnels. Et donc ça nous permet d'enrichir le contenu de la revue. Merci beaucoup. Merci pour cette journée.